Pour être honnête avec vous, j'attendais pas grand chose de la série The Witcher par Netflix. Vu que j'aime vraiment beaucoup cet univers, j'avais peur d'être déçu par son adaptation. D'autant plus que je faisais pas spécialement confiance à Netflix, surtout après avoir vu le trailer et ses fameuses armures Nilfgaardiennes. Et comme en général la fantasy, soit c'est génial, soit c'est ignoble, je me suis préparé à voir une grosse purge. Mais au final, j'ai trouvé ça sympa. La première saison arrive à poser une ambiance et un univers, à introduire des personnages, en bref, c'est sympa. Mais alors où est le problème, me direz-vous ? Le problème, c'est que c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Mais bon, avec le recul et en relisant quelques nouvelles, on se rend compte qu'on aurait pu avoir quelque chose d'autre que juste sympa. Alors comme d'hab, plutôt que de parler de manque de budget ou d'effets spéciaux dégueulasses ou des scènes kitsch, on va se focaliser sur ce qui est la base, l'écriture, et notamment les choix d'adaptation. Alors, en termes d'adaptation, que vaut la série The Witcher de Netflix ? Un reproche qui a pas mal été fait à la série, c'est que les 3 temporalités utilisées dans la narration, les 3 timelines, rendent l'intrigue confuse et pas évidente à suivre. Alors, pour ceux qui ont pas trop suivi, en gros on suit 3 personnages principaux sur des temporalités différentes. Le sorceleur Geralt, sur une 30aine d'années, la magicienne Yennefer, sur une 50aine d'années, et la princesse Ciri, sur quelques semaines. Ouais, c'est pas mal pompé sur le film Dunkerque de Christopher Nolan, mais la showrunneuse, Lauren S. Hissrich, je sais pas trop comment on dit, assume complètement s'en être inspirée. Alors oui, la chronologie des événements est pas très claire, et ça doit pas être évident à suivre pour les spectateurs qui connaissent rien à l'univers, du moins au début. Mais si ces 3 temporalités ont été adoptées, c'est pour une raison. En fait, elles permettent à cette première saison d'avoir un véritable fil conducteur, de lancer directement ce qu'on appelle la saga du sorceleur, la quête principale en gros, qui commence normalement seulement au 3e livre, les 2 premiers livres étant composés de nouvelles qui n'ont pas forcément de lien entre elles. En présentant les 3 personnages principaux dans leurs environnements respectifs dès les 2 premiers épisodes, la série crée des questionnements et des attentes pour le spectateur. On a hâte de voir les personnages se rencontrer et on se demande quand est-ce que ça va arriver, comment, qu'est-ce que leur rencontre va impliquer, etc. Ça donne davantage d'intensité à ces scènes de rencontre et surtout ça donne envie de voir la suite. Donc c'est une bonne idée, sur le papier. Parce qu'en fait, c'est ça l'erreur. Fuck. Ok, pour bien comprendre le problème, il faut revenir à la base. La saison 1 de The Witcher est l'adaptation de certaines nouvelles des 2 premiers recueils, Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre les recueils de nouvelles et la série. Dans les nouvelles, on a le point de vue d'un seul personnage, Geralt. Le lecteur ne connaît pas le passé de Yennefer, ne voit pas la bataille de Soden, mais en entend seulement parler après coup. Il ne suit pas non plus Ciri pendant sa vadrouille, etc. Donc dans la série, ils ont voulu rajouter ces 2 points de vue. Ok, jusque-là y a pas de problème, rajouter du contenu, tant qu'il est bon, pourquoi pas ? Tant qu'il est bon. Pour ce qui est du point de vue de Yennefer, je trouve que l'idée se défend assez bien. Ça permet d'approfondir le passé du personnage, de le rendre plus attachant, et de développer davantage l'univers, notamment dans tout ce qui est la magie et la géopolitique. Il y avait au final pas mal de matière à adapter. Par contre, le point de vue de Ciri, c'est une autre histoire. Déjà, le fait de la montrer dès le premier épisode, de nous balancer en pleine gueule son importance, ça casse pas mal de l'originalité de cette histoire, qui pour une fois ne commençait pas sur un énième élu de la prophétie, mais sur... Dans les bouquins, l'importance de Ciri va croissant, jusqu'à ce qu'elle devienne même plus importante que le personnage qui donne son nom à la saga. Plutôt original. Et puis, en montrant Ciri et la chute de Cintra dès le premier épisode, les scénaristes ont dû étirer sa cavale de réfugiés sur toute la saison. Le problème, c'est qu'ils avaient pas grand chose à adapter. Dans les romans, Geralt retrouve Ciri à la fin du tome 2, et on ne sait pas vraiment ce qu'elle a traversé, on a juste quelques flashbacks dans le tome 3. Du coup, les scénaristes ont dû bidouiller et inventer leur propre histoire. Et le résultat, c'est chiant. Chiant à crever. À chaque fois que Ciri apparaissait dans un épisode, je trouvais que ça cassait le rythme et j'avais juste envie qu'on revienne sur les autres personnages. Pourtant j'aime beaucoup le personnage de Ciri, mais la Ciri de Netflix est très différente de celle des bouquins. Elle est moins audacieuse, moins percutante, et surtout, plus stupide. Sérieux, qui ferait confiance à un mec qui fait cette tête ? Princess, I forgot. I brought this for you. My grandmother's sash. Princess. Monsieur, je suis très... Mais elle est conne ou quoi? Et c'est pas la faute de l'actrice, c'est juste que le personnage est mal écrit. Princess. Enfin bref, au final, que les points de vue de Yennefer et Ciri soient bons ou mauvais, c'est pas vraiment le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que rajouter des points de vue, ça prend du temps dans l'épisode. Autant de temps qui n'est pas consacré au point de vue de Geralt, c'est-à-dire à l'adaptation des nouvelles. Et oui, la saison fait seulement 8 épisodes, des épisodes qui ont pas une durée infinie. Et quand on doit faire rentrer dans moins d'une heure une nouvelle de Geralt, plus un peu de Yennefer, plus un peu de Ciri qui mange des rats, ça laisse pas beaucoup de temps pour voir Geralt faire... A few rounds of Gwent.
Alors pour que vous visualisiez ça clairement, j'ai fait un tableau avec la durée de chaque épisode et le temps accordé à l'intrigue de chaque personnage dans ces épisodes. Dans ces 8 épisodes, on suit 7 nouvelles de Geralt, ce qui donne environ 36 minutes par nouvelle. Et quand on sait qu'une nouvelle suit les mêmes étapes de narration qu'un roman, à savoir l'exposition, l'élément déclencheur, la montée de la tension jusqu'au climax, etc., 36 minutes, c'est relativement peu. Du coup, les scénaristes sont obligés de grignoter du temps là où ils le peuvent, notamment sur l'exposition et la montée de la tension. Et du coup, ça donne des histoires sympas, mais pas plus. D'ailleurs, c'est pas étonnant que l'épisode considéré comme le meilleur soit le plus long, celui de la Strige, où la nouvelle a le temps d'être correctement adaptée. Et oh ça alors, on n'y voit presque pas Ciri. L'épisode du djinn aussi est bien construit, vu que 2 des personnages principaux sont réunis dans une seule intrigue, ce qui lui laisse davantage de temps pour se développer. Bon, et le pire de tout, c'est évidemment la nouvelle qui est adaptée dans l'épisode 2, Le bout du monde. Avec toute l'introduction du personnage de Yennefer, on a seulement 15 minutes pour cette intrigue. 15 minutes. Alors c'est pas étonnant qu'elle soit à 100% oubliable. Enfin non, il y a quand même un truc qu'on n'oublie pas, malheureusement. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley. Le problème avec ce rush de l'adaptation des nouvelles, c'est que parfois on y perd même le message de la nouvelle. Par exemple, prenons le premier épisode, adapté de la nouvelle Le Moindre Mal. Pour résumer vite fait, dans cet épisode, Geralt se rend à Blaviken et voilà la situation. Il y a Renfri qui mène une bande de voyous et qui veut tuer le mage Stregobor parce qu'il lui a gâché la vie, et il y a Stregobor, planqué dans sa tour, qui veut la mort de Renfri. Chacun des deux demande l'aide de Geralt, qui au premier abord refuse de choisir. If I have to choose between one evil and another, then I prefer not to choose at all. Sauf que la série ne prend pas vraiment le temps de faire son exposition, et oublie de dire clairement que la tour de Stregobor est impénétrable. Et c'est problématique parce que c'est une info capitale pour l'intrigue. Dans le livre, on se demande comment le gang va réussir à tuer Stregobor, alors qu'il est en sécurité dans sa tour impénétrable. Pourtant, les voyous semblent sûrs de leur coup. Renfri annonce même que Stregobor mourra le lendemain. Bon, je vais pas vous faire toute la nouvelle, mais en gros, il y a plein d'éléments subtils, plein d'indices qui vont amener Geralt à comprendre petit à petit que le plan de Renfri est en fait de tuer tous les habitants de la ville, un par un, jusqu'à ce que Stregobor, rongé par la culpabilité, sorte de sa tour pour arrêter le massacre. Alors ça, c'est pas très gentil. Et donc, en comprenant ça, Geralt va au marché pour choisir le fameux moindre mal, c'est-à-dire empêcher le gang de massacrer toute la ville en massacrant le gang en question. Mais dans la série, on n'a pas le temps de développer tout ça. Et en fait, on ne sait même pas quel est le plan de Renfri pour tuer Stregobor. Elle dit seulement And they'll be by my side at the market as I get my revenge. Lilith, help me, I will take down anyone in my way. ce qui ne veut pas dire grand chose. A priori, on peut comprendre qu'elle va tuer Geralt s'il vient se mettre en travers de sa vengeance, mais pas plus. Et donc Geralt va au marché, il tue les bandits dans une scène d'action plutôt stylée. Et là seulement, Renfri explique son plan. I will kill everyone here until Stregobor comes down. Ce plan machiavélique fait donc de Renfri une méchante, et en la tuant, en choisissant le moindre mal, Geralt a donc sauvé les habitants de la ville. Youpi! Mais alors eux, quelle bande d'ingrats! Ils lui balancent des pierres alors qu'il leur a quand même évité le massacre. Fin. Et voilà, c'est une histoire sympa. Mais, dans la nouvelle, Geralt connaît déjà le terrible plan de Renfri en se rendant au marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y va. Et donc, à ce même moment, Renfri, au lieu d'expliquer à Geralt son plan démoniaque, elle lui explique qu'en fait, elle n'aurait tué personne. Absolument personne. Parce qu'elle avait discuté avec Stregobor et qu'elle savait qu'il ne sortirait jamais de sa tour, peu importe le nombre d'innocents qu'elle massacrerait. Boum, le lecteur et le personnage sont sous le choc. En pensant choisir le moindre mal, Geralt a en fait tué des gens pour rien. Fuck. Alors que s'il n'avait pas choisi du tout, s'il n'était pas intervenu, personne ne serait mort. Et c'est pour ça que les gens de la ville le caillassent. C'est ça le message de la nouvelle, qui donne tout son sens à cette phrase. Evil is evil, Stregobor. Lesser, greater, middling. It's all the same. Et c'est ça qui fait de cette nouvelle une excellente histoire. Et du coup, passer à côté du message de la nouvelle, le dénaturer, c'est quand même pas ouf pour une adaptation. Bon, critiquer c'est bien, mais proposer des alternatives, c'est encore mieux. Alors on va se faire un petit exercice. On va réécrire le plan de cette première saison, avec quelques contraintes évidemment. Il faut la même durée pour la saison, et on garde les adaptations des mêmes nouvelles. Alors, voilà ma proposition d'alternative. C'est une version un peu plus proche de ce que sont les deux premiers recueils de nouvelles. Dans les premiers épisodes, on suivrait seulement Geralt, mais au fur et à mesure que les autres personnages importants apparaissent, on commencerait aussi à avoir leur point de vue. Il y aurait donc une seule temporalité. L'intrigue principale mettrait un peu de temps à se lancer,
lancé, mais c'est pas vraiment un problème. Tant que les épisodes sont de qualité, on a envie de regarder les suivants. Un peu comme les enquêtes de Sherlock avant que Moriarty n'entre en jeu. D'ailleurs, on pourrait commencer la saison avec l'épisode de la Strige, qui est le plus impactant et le plus représentatif de ce qu'est le quotidien d'un sorceleur. Dans le 5e épisode apparaîtrait Yennefer, qui serait à la fois fascinante et mystérieuse. Comme dans la nouvelle, Geralt pourrait deviner certains éléments de son passé, comme le fait qu'elle était bossue. On aurait aussi d'autres révélations sur le passé de Yennefer au moment où elle retourne à Aretusa, un peu comme on a eu dans la série d'ailleurs. Et puis on pourrait en découvrir davantage dans les saisons suivantes. Ensuite, je rajouterai un épisode à la 7e position. Il serait consacré à l'adaptation de la nouvelle L'épée de la Providence, qu'ils ont adapté de façon un peu bâtarde dans la série. Vous savez, c'est quand Ciri va chez les Dryades et que c'est un peu naze. Princess. Alors qu'à la base, c'est une super nouvelle, et l'une des plus importantes pour la thématique de la destinée, ce thème si cher aux dialoguistes de la série. Destiny. 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 Ça fait beaucoup là, non? Donc, l'épée de la Providence, c'est la nouvelle de la rencontre entre Geralt et Ciri, qu'on voit d'ailleurs pour la première fois. Pour résumer vite fait, dans la forêt de Brokilon, Geralt rencontre, par hasard, la jeune Ciri, une princesse de 10 ans. Mais Geralt, tout comme le lecteur, ne sait pas du tout que c'est la petite fille de Calanthe, la fille de Duny et Pavetta, qui lui est destinée par les lois de la Providence. On sait juste qu'elle s'est échappée parce qu'on l'a promise à un prince moche et bête, et qu'elle s'est perdue dans la forêt des Dryades. Elle va d'ailleurs expliquer à Geralt qu'elle ne peut pas se marier avec le prince parce qu'elle est déjà destinée à quelqu'un d'autre. Ils vont ensuite tomber sur des Dryades qui veulent transformer Ciri en l'une d'entre elles et qu'elle reste dans la forêt pour toujours parce que c'est les lois de la forêt, c'est comme ça, il faut s'y plier et bah en fait le rot magique de transformation marche pas sur Ciri. Dommage. Bref, au final, la Dryade Eitne explique à Geralt que Ciri est de sa Destiny. Sauf que lui, il y croit pas trop à la destinée. Destiny can go. Puis Geralt et Ciri repartent de Brokilon, et à la fin, Geralt croise Sakasori. Il lui laisse Ciri et dit qu'il renonce à son droit de surprise sur elle. Fin. Voilà, je pense que ça aurait fait un bon épisode qui aurait permis de bien introduire le personnage de Ciri et sa relation particulière avec Geralt. Ça aurait quand même été plus intéressant que de la voir bouffer des rats. En plus, il y aurait eu moyen que ce soit un épisode très drôle, parce que la dynamique entre les deux personnages est vraiment comique. D'un côté, on a Ciri qui fait sa petite princesse impertinente, du genre elle donne des ordres à Geralt ou menace de lui faire couper la tête, et de l'autre, on a Geralt qui se comporte comme un rustre. Alors lui, princesse ou pas, il en a rien à foutre, et il passe son temps à la chambrer. Il se fout même un peu de sa gueule. Je vous mets quelques passages de leur interaction dans la nouvelle pour vous donner un aperçu. Et ça fait bim, boum. Les 2 derniers épisodes de la saison seraient les plus longs, avec les points de vue des 3 personnages. Ils seraient un peu construits comme un film de 2h10, et là ce serait l'escalade de la tension. Alors perso, je montrerai pas du tout la bataille du Marnadal. Vous savez, c'est celle avec la charge de cavalerie la plus molle de l'histoire des charges de cavalerie. Et je donnerai plutôt son budget à la bataille de Soden, qui manquait de grandiose, alors que c'est quand même censé être la plus grande boucherie de la saga. Heureusement qu'elle était là, cette forêt, pour cacher l'armée de Nilfgaard. D'ailleurs, on voit pas non plus l'armée des royaumes du Nord. Et les magiciens ont l'air plutôt faibles, alors qu'ils sont censés être d'une puissance terrifiante. Après le massacre de Cintra, Ciri aurait quand même droit à sa petite vadrouille, mais elle serait quand même moins longue que dans la série. Et puis pour conclure la saison, on garderait les retrouvailles de Geralt et Ciri, mais plutôt avec les dialogues de la nouvelle. Comme il le prédisait, Geralt, comme il le prédisait. Je suis ta providence, hein? Et je suis ta providence. Tu es plus que ça, Ciri. Plus que ça. Bien plus touchant et impactant que... Who is Yennefer? C'est quoi ce cliffhanger éclataxe? Donc voilà, en gros dans cette version, on aurait surtout plus de Geralt, avec des intrigues qui prennent le temps de se développer. Bon par contre, la grande perdante, c'est Yennefer, qui aurait son passé bien moins développé. Mais si vous pensez que c'était vraiment pertinent de le développer dès la saison 1, et bah bim! Voilà une version où on garde la timeline de Yennefer comme dans la série. C'est cadeau. C'est une sorte d'entre-deux avec ma version alternative. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces versions alternatives, et si vous aussi vous avez des idées pour en faire une. Au final, l'erreur de Netflix, ça a été de se lancer dans un projet trop ambitieux. Vouloir raconter l'histoire du point de vue de 3 personnages, avec un matériel d'origine qui ne s'y prêtait pas forcément. En soi, l'idée des 3 temporalités était pas forcément mauvaise. Il aurait surtout fallu des épisodes plus longs, donc avec plus de budget, pour pouvoir au moins bien raconter les nouvelles qu'ils adaptent. En vrai, ça manque de pas grand chose pour passer du sympa au très bon, et c'est dommage. Bon, j'avoue que je suis du genre exigeant avec les fictions, et en vrai, je suis très content que cette série existe. J'ai hâte de voir la suite. J'espère juste qu'ils referont pas les mêmes erreurs pour les prochaines saisons. Mais a priori, ça devrait aller, vu que les romans devraient être bien moins casse-tête à adapter que les nouvelles.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire les bouquins, enfin au moins les 2 premiers recueils de nouvelles, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis sur leur adaptation par Netflix. Bon, ben merci d'être resté jusqu'à la fin, et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Toss a to your witcher, oh valley of plenty.